années 60-70. Donc du coup, là, ça va être moi qui blablate un petit peu, et puis après, on va, on va enchaîner sur la lecture du dossier. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ouais. Ok. C'est parti alors. Pour comprendre comment des organisations se réclamant anti-révisionnistes et Mao voient le jour en France, il faut faire un point sur la situation mondiale. Dans les années 50, en URSS, la ligne droitière s'empare du pouvoir. Les révisionnistes en profitent pour commencer à détruire la révolution en URSS et lentement mais sûrement revenir vers le capitalisme. Le PCF s'aligne sur la ligne soviétique et à ce moment-là affirme une ligne de transition pacifique au socialisme, trahissant la révolution. À ce moment-là, la voie révolutionnaire est représentée par la République populaire de Chine, dirigée par le Parti communiste chinois et Mao Zedong. La Chine accuse l'URSS de révisionnisme et de position droitière. Les deux pays se séparent de plus en plus. Ce n'est que vers le milieu des années 60 que la pensée anti-révisionniste et chinoise gagne en popularité dans le monde. C'est avec notamment le début de la révolution culturelle en Chine qui va contribuer à faire rayonner la pensée chinoise dans le monde. De nombreux écrits et témoignages participent à faire rayonner la pensée chinoise. Cela donne un essor international. Pardon? Ah, ton micro. On peut continuer. Donc, de nombreux écrits et témoignages participent à faire rayonner la pensée chinoise. Cela donne un essor international au mouvement maoïste et à ceux se réclamant de la pensée de Mao. C'est également au travers des luttes armées que de nombreux militants se rapprochent de la pensée chinoise. Dans de nombreux pays sont en cours des luttes armées pour la libération des masses. Au Vietnam, le Parti communiste mène la lutte de libération nationale depuis des décennies contre les impérialistes français, japonais et américains. Lutte qui est soutenue dans de nombreux pays impérialistes. En Algérie, c'est le FLN qui dirige la lutte, politisant indirectement la jeunesse populaire française. À Cuba, Fidel Castro et ses camarades dirigent la lutte pour renverser le dictateur Batista, valet de l'impérialiste des États-Unis. Le rayonnement de la révolution culturelle et de la pensée chinoise va inspirer des luttes populaires, notamment en Asie, avec le Parti communiste philippin et le naxalisme en Inde. De grandes révoltes paysannes et ouvrières s'opèrent. Des mouvements et organisations suivant la pensée chinoise voient aussi le jour en Turquie, aux États-Unis avec les Black Panthers, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne et enfin en France. Toute cette dynamique révolutionnaire à travers le globe inspire de nombreux militants français, surtout avec le début de la révolution culturelle en Chine dans le milieu des années 60. L'une des premières organisations anti-révisionnistes se réclamant de la pensée de Mao, en France, c'est l'UJC-ML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. C'est une organisation fondée en 1966 par une centaine d'anciens militants de l'Union des étudiants communistes, l'UEC. Leur objectif est d'être une organisation luttant contre le révisionnisme qui a gagné le PCF. Les militants sont grandement inspirés par la pensée chinoise et la révolution culturelle qui débute en Chine, et ils entreprennent de diffuser notamment le petit livre rouge traduit en français. Pour les militants de l'UJC-ML, il faut se mettre à l'écoute des masses. Utiliser le principe de l'enquête, qui est la seule méthode qui permet de connaître une situation sur la réalité sociale des classes sociales. Il faut se lier concrètement aux masses. Dès l'UJC-ML, le principe de l'établissement est utilisé. C'est-à-dire envoyer des militants travailler dans des usines pour s'implanter dans la classe ouvrière et connaître sa réalité sociale. Cette organisation est aussi active dans la lutte antifasciste et pro-nord-vietnamienne. C'est notamment avec la création de comités de soutien au Vietnam, dans lesquels les militants diffusent la ligne politique et les discours des communistes vietnamiens. Dans sa lutte antifasciste, l'UJC-ML se dote des GPA, groupes de protection et d'autodéfense. Ce sont des milices militarisées. Une autre organisation importante est le PC-MLF, le Parti communiste marxiste-léniniste de France. Cette organisation est issue de groupes se réclamant de la pensée chinoise au sein du PCF. Ils sont rapidement exclus en 1964
du fait de leur cause anti-révisionniste et de leur critique sévère du PCF à cet égard. Ce n'est qu'en décembre 1967 que le parti est fondé lors d'un congrès, après plusieurs années de lutte et d'affrontements violents avec le PCF. Affrontements qui dépasseront la simple lutte idéologique et qui va jusqu'à l'affrontement physique. Donc, notamment lors du congrès de création attaqué par des centaines de membres du PCF. Les actions des Mao visent à élever le niveau théorique, idéologique et politique des larges masses, tout en se basant sur des pratiques préexistantes de manière embryonnaire ou plus massive. Aux yeux des Mao, la lutte contre le révisionnisme passe avant tout par la pratique. Par les mots, on peut tout dire, mais c'est dans la pratique qu'on trace des lignes de démarcation. C'est aussi par une pratique juste que l'on gagne les larges masses à une ligne anti-révisionniste, en obtenant leur confiance et en montrant que l'on ne lance pas que des grandes phrases en l'air, mais qu'on applique réellement sa théorie. Il y a eu de nombreuses tentatives de construire ces embryons de front de masse sur diverses questions, toujours en partant d'éléments positifs préexistants dans les masses. Les premières, ce sont comme je les ai citées, sont les organisations pour le Vietnam et la Palestine, à l'initiative de l'UJCML. Début 1967, elle tient son congrès, puis appelle à créer des comités Vietnam de base, qui naissent en février et auront un succès très grand dans la jeunesse populaire. En mai sort Victoire pour le Vietnam, organe qui aura 6 numéros jusqu'en mars 1968. L'UJCML est également habituée aux bagarres de rue contre les fascistes. Elle dispose de groupes de protection et d'autodéfense extrêmement militarisés et formant des groupes de choc antifascistes. Le but est à chaque fois, pour la Palestine comme pour le Vietnam, de se lier largement aux masses les plus avancées, de synthétiser ce qu'il y a de juste et de renforcer le mouvement, pas en haut et pas en bas, via la direction communiste, mais en partant toujours des besoins concrets des masses. Du coup, là, on va passer à la lecture tous ensemble, si vous le voulez bien. Du coup, ce sera page 22, le début de l'année 68, un printemps chaud. Je sais pas si vous voyez. Du coup, qui veut bien lire? Je peux commencer à lire. Alors, c'est le début de l'année 68, un peu en chaud, c'est ça? C'est ça, ouais, le mouvement révolutionnaire. Ah, ok. Alors, le mouvement révolutionnaire ne se fonde pas sur du vide. Il est relativement important, déjà avant 68, car les masses sont en mouvement. Dès la fin de la guerre, les révoltes ouvrières se multiplient. Les automnes de 47 et 48, 20 ans plus tôt, voient naître des grèves armées et des violences affrontements. Alors qu'en 2018, nous entendons régulièrement des références aux grandes grèves de 95, 20 ans avant 68, ce sont les ouvriers issus de la résistance qui agissent contre le pouvoir des patrons. Il y a eu également l'expérience de l'Algérie française. Moins de 10 ans plus tôt, l'État français a montré à Paris, sous la direction de l'ancien dirigeant collabo Maurice Papon, son vrai visage. En Algérie même, les mouvements indépendantistes ont été réprimés dans le sang par l'État colon. Depuis 63, et avec une intensification depuis 67, les luttes ouvrières se multiplient et se radicalisent violemment, particulièrement dans l'ouest de la France. Enfin, mai arrive dans un contexte d'agitation virulente pour le Vietnam. Les actions antifascistes contre les fascistes partisans du Sud-Vietnam se multiplient. Les groupes gauchistes font leurs armes dans les bagarres de rue du quartier latin. Un exemple de ces actions arrive le dimanche 28 avril 1968 à Paris, rue de Rennes. Une exposition d'extrême droite fait la promotion du régime fantoche du Sud-Vietnam, soutenu par les USA. Cela fait des mois que les fascistes harcèlent les étudiants révolutionnaires qui ont décidé de ne plus se laisser faire. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, une 4L file devant la salle, 50 jeunes des boules ouvrent le coffre, en sortent des manches de pioche et se ruent sur les fascistes au cri de FNL vaincra. Ce sont 3 commandos des groupes de protection et autodéfense, le service d'ordre de l'Union des jeunesses communistes, marxistes-léninistes. La salle est prise et l'exposition est ravagée après un combat bref mais très violent. Occident promet de se venger et les Mao s'organisent en conséquence, se préparant à défendre les universités visées par les fascistes.
L'escalade des menaces, des manifestations et de la répression policière est alors la cause directe de l'explosion de mai 68. Ainsi, On passe à quelqu'un d'autre? Je veux bien. On t'écoute. Ainsi, mai 68 n'arrive pas comme un orage dans un ciel sans nuages. Ce n'est pas une histoire de liberté de circulation ou d'exprimer sa sexualité qui déclenche les événements, mais une accumulation de luttes violentes contre l'impérialisme français. En fait, l'historiographie bourgeoise ne comprend pas les liens entre les différents éléments. En janvier 68, de violentes émeutes ont lieu à Nanterre, contre l'expulsion du territoire de Daniel Cohn-Bendit, allemand, qui a participé à des altercations sur la question de la liberté sexuelle. Toutefois, il n'y aurait pas eu ces émeutes sans toutes les luttes anti-impérialistes. Il s'agit d'une des multiples étincelles qui mettent le feu à la plaine. Mais la plaine se serait d'une façon ou d'une autre embrasée. En février 68, des grèves violentes à l'usine Saviem de Caen font 200 blessés. Les ouvriers manifestent dans l'usine et cassent tout. Si au début du mois l'attaque du meeting pour le Sud-Vietnam à la salle de la Mutualité à Paris échoue, la détermination militante culmine dans l'affrontement de 300 activistes contre les CRS et le 21 février 1968, où les CVB parviendront à hisser un drapeau du FNL du Vietnam sur la façade de l'ambassade du Sud-Vietnam. En mars, il existe 120 CVB en Île-de-France et 150 dans les autres régions. Le 20 mars, 300 étudiants dont de nombreux Mao occupent à la suite d'une manif du Comité Vietnam National le siège de l'American Express. 2 jours plus tard, le 22 mars, une assemblée générale étudiante appelle à la libération des 6 arrêtés du 20 mars. Le 1er mai, le mouvement du 22 mars organise un cortège violent qui affronte la police au sein du défilé des révisionnistes. Dans le même temps, les comités Vietnam de base appellent à la contre-manifestation contre un meeting d'Occident pour le Sud-Vietnam autorisé à Nanterre le 3 mai. Les Mao occupent le campus de manière militaire et stockent des cocktails Molotov, des casques et des bâtons pour empêcher les fascistes d'accéder au campus. Ce même 3 mai, le groupe fasciste d'Occident est soupçonné d'avoir déclenché un incendie en dessous d'un local occupé par des étudiants gauchistes à la Sorbonne. Pendant les affrontements entre étudiants et ouvriers, prêts à faire intervenir leur bulldozer, d'un côté et policiers de l'autre, on apprend l'arrestation de 8 étudiants de Nanterre suite aux événements du 1er mai. On passe à la suivante. Le mouvement du 22 mars et l'UNEF, alors gauchiste, appelle à une manifestation anti-répression le 6 mai. Mai 68 est lancée. L'agitation ouvrière rejoint le mouvement étudiant et les Mao dirigent la lutte contre l'impérialisme et pour la victoire du peuple vietnamien. Pourtant, l'UJC-ML, qui dirige plus ou moins les CVB, passera à côté du mouvement. Ses dirigeants produisent plusieurs textes contre la grève. Le 13 mai, l'UJC-ML déclare que le mouvement en cours est un mouvement social-démocrate contre-révolutionnaire et appelle le 14 à un réel mouvement révolutionnaire contre le régime gaulliste. Pourtant, la base militante de l'UJC-ML, ouvrière comme étudiante, participe massivement aux grèves et affrontements qu'elle a en partie déclenchés dans la lutte antifasciste et anti-impérialiste. Le mouvement étudiant culminera par la nuit des barricades. Dans le même temps, la main passe aux ouvriers et ouvrières. La grève appelée par la CGT au lendemain du 14 devient générale. Les usines les plus virulentes sont occupées les unes après les autres, de manière spontanée. Le 16 et le 17 mai, les ouvriers d'usines multiplient les séquestrations de dirigeants et de cadres, pratique qui réapparaît depuis le début de l'année 67. C'est le cas à Sud Aviation à Nantes. Petit à petit, les affrontements deviennent plus violents, là où la lutte est la plus dure depuis le plus longtemps. En effet, dans l'Ouest industriel, les contacts entre étudiants gauchistes et grévistes sont nombreux et anciens car les étudiants ont participé à de nombreuses reprises aux grèves dures et aux affrontements entre ouvriers et policiers ou maîtrises. Le mouvement est beaucoup plus fort. C'est souvent le cas dans l'Est également comme à Sochaux ou Besançon. Le comité de grève de Besançon déclare qu'à partir du 20 mai, les étudiants seront accueillis pour discuter de la condition ouvrière sous le capitalisme. À partir du 24 mai et pendant 10 jours,
Un comité de grève CFDT, CGT, FO, FEN est créé qui dirigera pendant 10 jours la ville. Le 30 mai, le comité est ouvert aux paysans et étudiants suite à d'importantes manifestations. Le comité plus un comité d'organisation, mais devient un comité ouvrier, paysans et étudiants. Le 1er juin, les étudiants et ouvriers unis repoussent 500 contre-révolutionnaires gaullistes qui tentent d'envahir le centre EDF-GDF de Nantes, centre de la contestation. Des organisations militarisées fleurissent pour repousser les commandos d'extrême droite et la police un peu partout où les usines sont occupées. En fait, avant le 30 mai et la manifestation gaulliste, les grévistes n'appliquent pas la violence contre les bourgeois, seulement contre les flics. C'est seulement après, quand la violence contre-révolutionnaire se met en place, que les ouvriers vont commencer à être vraiment violents. En effet, les syndicats commencent à voter la reprise du travail, souvent sans les ouvriers eux-mêmes. Alors que la classe ouvrière est massivement en grève, les directions syndicales la trahissent. Les affrontements entre ouvriers grévistes, étudiants et jaunes prennent une grande ampleur. Je peux reprendre la suite. Les affrontements dureront 4 jours autour de l'usine Renault-Flins, où la situation ne se calmera pas avant des années. Si tu veux, je peux reprendre la suite aussi. Vas-y. Ok, attends. Les affrontements durant 4 jours autour de l'usine Renault-Flins, où la situation se calmera pas avant des années. 1000 policiers envahissent l'usine le 5, pendant que des milliers d'ouvriers et des centaines d'étudiants, 8000 personnes, assistent à un meeting à 10 km de là, à Elisabethville. Le bassin de la Seine est en état de siège du 8 au 10 juin. Et les lycéens Mao Gilles, Totin, sera retrouvé mort noyé. Autour de l'autoroute, les affrontements sont sanglants. Plus tard, au Sochaux, la situation explosive voit les ouvriers poursuivre les CRS au détour de ces... en déroute, ces derniers tuent des ouvriers. Ces occupations et grèves ont principalement lieu au nord de la Loire, de la France industrielle, et beaucoup moins dans le sud, moins ouvrier. Au final, les étudiants sont souvent bien accueillis par les ouvriers. Parfois, les consignes de la CGT sont appliquées et les étudiants renvoyés chez eux. Au contraire, ce sont parfois les ouvriers qui sollicitent les étudiants et ces derniers encadrés par l'UNEF qui refusent. Partout où les grèves virent à l'affrontement, le sang-froid et l'expérience des étudiants d'organisations gauchistes, en particulier Mao ou anarchistes, sont vus par les ouvriers comme un point central qui leur permit de résister. Mai-juin, un soubresaut dans la lutte de classe. Mais ne s'arrête pas brusquement le jour de la grande manifestation gaulliste, comme le prétendent les historiens bourgeois. Mais n'est pas une erreur de la lutte entre les classes. À la reprise du travail naît une nouvelle forme d'organisation, les comités de base. Toutefois, sans parti, sans quartier général de la Révolution, l'expérience ouvrière est peu ou mal synthétisée. D'autant plus que le manque d'essence et de communication empêche un contact massif entre les différentes zones de grève. L'immense majorité des ouvriers ignore ce qu'il s'est passé dans les autres entreprises. Sans aéroport national, personne n'aurait su comment les accords de Grenelle ont été accueillis par Renaud Billancourt et personne n'aurait refusé cet accord. La gauche prolétarienne a alors créé en septembre 1968 par une quarantaine de militants et militantes du mouvement du 22 mars, de l'UJCML,
Elle permettra le développement du journal La Cause du Peuple, véritable organe de propagande Mao qui regroupe autour de lui des comités issus de masse et qui est souvent prétexte à des affrontements violents, diffuser la cause du peuple et mettre une raclée aux révisionnistes, aux flics, fait partie du même acte, du même mouvement pour prendre un marché ou un quartier populaire, une usine. Les Mao insistent toujours sur l'aspect de la violence révolutionnaire, de la justice populaire. L'idée est simple. Dans l'organisation de masse fondée par la gauche prolétarienne ou dirigée par elle, des organisations militarisées se forment permettant des actions coup de poing faisant monter d'un cran l'antagonisme social. Je vais reprendre. Le premier exemple, c'est le pillage d'un magasin Fauchon, grand magasin de luxe, par un commando étudiant de plusieurs dizaines de membres. Les produits sont redistribués dans un bidonville de Nanterre. Le message est clair. Prenez par la force ce que la société vous refuse. Plus tard, c'est l'usine de Renault Flins, dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, qui est attaquée par un commando de 200 GPTistes équipés qui mettent une volée à la maîtrise et à la sécurité de l'usine et tiennent un meeting sauvage 1 an après la mort de Gilles Totin, jeune militant assassiné le 10 juin 1968 à Flins. S'échappant par un ruisseau, ils parviendront à partir malgré la présence d'hélicoptères de police, avec seulement une petite poignée d'arrestations. Je l'ai mal prononcé le Flin. Flin. Ça se dit Flin, d'accord. Tu veux que je prenne la suite ou Bah, non, c'était mon tour, mais... Ah non, excuse-moi, vas-y. Non, t'inquiète. Cette violence, c'est selon les Mao, la dictature du prolétariat en acte. C'est le pouvoir populaire qui se construit. Quelques exemples de cette politique sont à noter. Campagne à Renault-Billancourt, 45 000 ouvriers. Pour le métro gratuit, qui finit en immense bagarre avec la police. Puis par la redistribution des tickets de métro. Mise en place des groupes ouvriers anti-flics, les GOAF, qui tabassent les petits chefs les plus détestés des usines. Les groupes antifascistes multinationaux qui tournent dans les quartiers du nord de Paris pour empêcher les crimes racistes de la police et des fascistes, etc. Les Mao de l'époque n'utilisent quasiment pas de moyens légaux. Ils déblaient, développent des pratiques anti-révisionnistes et tracent des lignes de démarcation entre eux, la gauche révolutionnaire et les révisionnistes du PCF et de la CGT, même quand ceux-ci sont durs dans leurs revendications. Pour se lier aux masses, au-delà de la violence prolétarienne, les Mao utilisent l'établissement. Il s'agit d'aller en usine, à l'entrepôt ou au champ pour comprendre et apprendre des ouvriers eux-mêmes, de leur travail et de leur lutte. Cette stratégie mise en place par la gauche prolétarienne développe une véritable base parmi les jeunes ouvriers, notamment immigrés. Les militants mettent en avant qu'il faut comprendre les masses et s'identifier à elles. De cette manière, le mouvement révolutionnaire peut s'implanter et construire ses bases dans les quartiers et les usines, et par extension les universités quand elles existent. La liquidation. L'échec essentiel des luttes du peuple de 1968 et des organisations comme la gauche prolétarienne tient en général à l'absence d'un parti communiste capable de donner une direction juste, et à même de mener les luttes du peuple, et en particulier du refus des organisations maoïstes à construire ce quartier général du prolétariat dans le feu de la lutte des classes. En témoigne le spontanéisme de la gauche prolétarienne. Dans cette organisation spécifiquement, le parasitisme de dirigeants petits bourgeois, pour qui les carrières bourgeoises étaient à portée de main, contrairement aux nombreuses et nombreux militants de terrain prolétaires ou établis, a conduit à l'abandon de toute perspective révolutionnaire au cours des années 1970. En novembre 1973, la direction opportuniste de la gauche prolétarienne menée par une clique organise sa dissolution et sa liquidation et abandonne la base ouvrière combative. Cette façon de fonctionner ne sort pas de nulle part. Dès 1967, l'UCJML, dans ses objectifs stratégiques, refusait la construction d'un parti par en haut et préconisait la création de noyaux capables de former par en bas le parti.
Dans son document édifiant le Parti communiste à l'époque de la Révolution culturelle, l'UJCML explique qu'aucun parti ne peut être fondé avant que le mouvement communiste ait la direction du mouvement de masse et que sinon, il ne peut se proclamer parti. Or, c'est un modèle anti-dialectique qui ne voit pas que le parti ne peut se construire qu'en même temps que la lutte de masse. Ainsi, sans parti, la direction petite bourgeoise de la jeune gauche prolétarienne se délite et se coupe de sa base prolétarienne qui n'a pas bâti l'outil pour assurer sa direction. Conclusion, quel héritage? Pour les camarades refusant cette trahison, les années qui ont suivi ont été des moments de lutte héroïque, en quête d'une théorie juste et d'une pratique nouvelle, ayant tiré l'inspiration des victoires et échecs des Mao de 68 et d'après, certains se dirigent vers l'autonomie, tandis que d'autres retournent au marxisme-léninisme anti-révisionniste. Dans une période de reflux de la lutte prolétarienne, peu nombreux sont ceux qui réussissent à tenir une ligne rouge. Le cas de notre camarade Pierre, mort en décembre dernier et dirigeant du premier plan dans le Parti communiste maoïste, est marquant. Bien que militant déterminé de la base de la gauche prolétarienne, son apprentissage du marxisme-léninisme maoïsme n'a pu être accompli que par l'assistance résolue de camarades étrangers en exil sur le territoire français. L'implantation et le développement de la synthèse communiste actuelle, le MLM, n'a donc pu commencer que des années après 68 et la gauche prolétarienne, et elle se nourrit des succès et échecs des luttes de cette période pour mener les luttes de notre temps. Hop, du coup, on a tout lu. Juste avant de terminer, revenir pourquoi pas sur le PCMLF. Du coup, l'UJCML et le PCMLF, pardon, ont été interdits tous les deux en 68, et le PCMLF a eu une stratégie en fait de partir dans la clandestinité. Et si je me souviens bien, ça s'est mal terminé, il y a eu des scissions un peu de partout, et malheureusement, il n'y a pas eu de suite, quoi. Du coup, vous en avez pensé quoi? Et du coup, j'ai raté l'intro parce que je suis arrivé un peu en retard, mais franchement, c'était très bien enfin, l'article était super bien pour bien expliquer comment ça s'est passé dans les années 60-70, le mouvement Mao. Enfin, Mm. c'est Mao. Ben, on m'avait envoyé l'article, et au début, je travaillais sur plusieurs autres sources, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste en train de résumer l'article en moins bien. Du coup, je me suis dit, ben, c'est dommage, il est super bien écrit, donc je me suis dit, on va l'utiliser, et on va en lire, quelques bouts, quoi. Euh, Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai totalement oublié. Parce que oui, du coup, la formation a été enregistrée. Normalement, ouais. Ouais, bah, c'est bien. Alors si, ok, bah, s'il y a des gens qui ont loupé, ils pourront aller voir. Alors, Rodko, pour répondre à ta question, c'était une méthode qu'ils utilisaient avant et qu'ils théorisaient parce que, à part quelques exceptions, en général, l'illégalité, c'est toi qui l'as, comment dire, euh, l'interdiction de la GP, c'est parce qu'ils étaient, c'est parce qu'ils avaient des pratiques illégales. C'est pas, ils avaient des pratiques légales. Puis il y a je sais pas quel ministre de l'Intérieur de Gaulle qui s'est tapé un délire, qui a décidé d'interdire la GP pour aucune raison, et il y a la GP qui s'est dit on devient illégaliste. C'est c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ils avaient même formé leurs membres et adhérents à des tactiques je sais plus si c'est vraiment guérilla, mais en gros de résistants de la Seconde Guerre mondiale à l'époque. Justement pour prévoir l'illégalité.
Du coup, pour répondre à ta question, Laxane, sur la GP, en fait, faut bien comprendre que en fait, le MLM, à cette époque-là, n'existait pas, au moment où elle existait la GP. Et bah, en fait, c'était surtout des mouvements qui étaient genre pro-chinois, enfin ML ou ML pensait Mao, ou la GP était ML pensait Mao, mais le pensée Mao, il était pas souvent, c'était souvent genre du MLM, enfin du marxisme-léninisme plus les apports chinois en fait. Ouais, Mais après, puis excuse-moi, vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Bah, en fait, j'allais dire qu'en fait, après la GP, et bah en fait, comme l'article le dit, en fait, il y en a qui vont se tourner vers des courants un peu Mao autonomes, entre guillemets, genre anarcho-maoïstes, trucs comme ça, mais enfin, c'est surtout des trucs un peu encore pro-chinois, enfin, avec l'influence de la révolution culturelle et tout ça, mais qui sont plus dans l'anarchisme, dans des mouvements autonomes, quoi. Hmm. Alors, déjà deux choses à dire. Une chose sur l'autonomie et une chose sur le maoïsme, qui est que l'autonomie n'existait pas en fait en France à l'époque de la GP. Et bah, comme le dit la conclusion de l'article, c'est un peu par la dissolution de la GP et l'éparpillement de ses membres un peu partout que l'autonomie va arriver en France. Mais du coup, ils sont à la GP. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que à l'époque, le maoïsme, c'était bah, le ML pensait Mao Tse-tung, et la façon dont la GP l'appliquait, c'était souvent bah tu prends un peu n'importe quelle position que tu as envie de défendre et tu la justifies par des citations du Petit Livre Rouge. Sauf qu'en fait, le truc c'est que tu peux justifier à peu près n'importe quoi par des citations du Petit Livre Rouge, donc c'était souvent assez éclectique. Oui, si, c'est ça, c'est ce que faisait Lin Biao, et bah c'est pour ça que le Petit Livre Rouge, c'est pas non, c'est loin d'être le truc le plus intéressant à lire quand t'es Mao. C'est juste quand tu veux te la péter, où tu peux sortir des Ouais, citations, ouais, voilà. quand tu veux poser, mais c'est exactement la même chose. De l'héritage dans les organisations actuelles. Euh... Bah, je sais pas. Par exemple, le journal de l'AGP, à l'époque, ça s'appelait La Cause du Peuple. Et donc, il y a un journal révolutionnaire aujourd'hui qui s'appelle La Cause du Peuple et qui a été fondé notamment par un ancien de l'AGP qui était donc camarade Pierre. Après, c'est pas très précis comme question. Non, la Euh, Chine. oui, la chinoise, c'est de la merde. Enfin, c'est ce que sa vision que Godard a du mouvement Mao qui est totalement bourgeoise et débile. Sinon, pour répondre à la question de Rothko un peu plus haut, en fait, le problème, c'est pas tant que les dirigeants petits bourgeois étaient pas dans l'illégalité. En fait, c'est juste qu'ils étaient en fait, complètement déconnectés des masses, en fait, et des militants sur le terrain qui, eux, étaient pas restés ouvriers. Notamment, bah, par exemple, ce qu'on avait parlé dans l'article, c'est le fait de s'établir. C'est-à-dire, par exemple, t'es un étudiant ou un prof et tu décides bah, d'aller à l'usine et de travailler à l'usine bah, pour être plus proche des masses et pour vraiment te prolétarianiser. Parce que le problème, c'est qu'autant il y a certains militants de base qui sont restés ouvriers, qui, bah, une fois qu'ils ont été établis, mais en fait, la plupart des gens, ce qu'ils ont fait, ces gens, ils sont restés ouvriers peut-être un an au maximum. Mais ensuite, ils sont partis de l'usine et ils sont retournés à leur ancien travail de prof ou bien ils sont retournés faire leurs études. Et du coup, en fait, certes, ça leur a donné des connaissances sur c'est quoi être un ouvrier, mais ça n'a pas fait d'eux des ouvriers parce qu'ils sont restés ouvriers que très peu de temps, quoi.
D'où le fait qu'ils ont fini par liquider, quoi. Et que les seuls qui derrière ont pas liquidé, enfin ceux qui n'ont pas liquidé, ce sont les mitins sur le terrain qui sont restés à l'usine, quoi. Enfin, ou qui étaient des ouvriers de base. Vlad Lénine, je pense qu'il y avait, enfin, je pourrais pas te répondre sûrement parce que je suis pas un spécialiste de ça, mais je pense que oui, il y avait des cellules de la GP dans plusieurs villes de France. Et pas que en Paris, à Paris banlieue, dans la Paris, sa banlieue. Oui, c'est possible qu'il y ait une émission de France Inter sur un ancien de la GP, mais le truc, c'est que, genre, notamment dans les anciens dirigeants de la GP, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont connus aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui étaient donc membres de la GP avant, qui sont aujourd'hui, pour en tout cas ce que j'ai trouvé, pas mal, partisans de La République En Marche, notamment. Avant, pour faire chier papa-maman, t'étais Mao. Aujourd'hui, pour faire chier papa-maman, tu vas à l'UPR. Ça a changé, hein, les jeunes. Ça a changé. Mais oui, du coup, il y a des membres de la GP qui ont continué la lutte après. Bah, bien sûr, l'exemple le plus connu, c'est le camarade Pierre. Mais il y en a, bon, ils ont fini dans les enfin, il y a eu 15 milliards d'autres. En fait, Il y en a plein, en fait, après il y en la a fin de la plein. GP, il y a eu plein d'organes. Ouais, il y en a plein qui ont continué. Il y en a qui sont allés dans le mouvement autonome, il y en a qui sont allés dans le mouvement marxiste-léniniste, il y en a qui ont fait des trucs libertaires, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui sont passés à droite, Il y en a qui étaient en prison. il y en a qui étaient en prison, ouais. Il y en a qui sont tombés malades, il y a Linhart qui a perdu la tête, enfin voilà quoi. T'as From penser Mao à l'ERM. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Et Vlad Lénine, combien il y a de membres de la GP, je saurais pas dire, beaucoup, il me semble, mais c'est un camarade qui saura mieux répondre que moi à ça. Je sais pas. Il me semble ils étaient plusieurs milliers. Ah, c'est ce qui me semblait. Parce que de moment de leur création à leur dissolution, il y a déjà minimum 1000 membres qui ont été en prison. Donc, Ah oui. à moins qu'ils ont tous été en prison, ce que je pense pas, il y en avait plusieurs milliers.